19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune invité à effectuer une visite aux Émirats Arabes Unis. L'ambassadeur émirati à Alger lui a transmis une lettre d'invitation de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Les ressortissants et diplomates algériens rapatriés de Khartoum attendus à Alger ce soir à 21h. Le ministère algérien des Affaires étrangères a mobilisé tous les moyens pour assurer la réussite de l'opération. Dans cette édition également, nous reviendrons sur cette opération de l'armée malienne qui a neutralisé une trentaine de terroristes dans le secteur de Dourou, au centre du Mali. Les colons sionistes font un nouveau martyr palestinien. Hatem Asad Abou Najma, âgé de 39 ans, a été lâchement assassiné à Al-Quds occupé. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu une invitation de la part du président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, pour effectuer une visite d'État aux Émirats. L'invitation lui a été transmise ce mardi par l'ambassadeur de l'État des Émirats Arabes Unis en Algérie, Youssef Saïf Khames Al Ali. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir Al Arbaoui. Autre audience accordée également par le président Tebboune ce mardi, cette fois-ci à l'ambassadeur de la République de Syrie, Namir Wahib Al-Ghanem, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. تشرفت بلقاء السيد الرئيس عبد المجيد تبون. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune à l'occasion d'une visite d'au revoir, coïncidant avec la fin de ma mission comme ambassadeur de la République arabe de Syrie en Algérie. À cette occasion, j'ai eu la possibilité d'écouter les conseils du président algérien et d'apprécier sa vision perçante dans tout ce qui a trait aux dossiers régionaux et internationaux, et surtout à la situation du monde arabe. Les deux présidents, M. Bachar al-Assad et M. Abdelmadjid Tebboune, partagent une volonté politique commune à élever les relations bilatérales entre l'Algérie et la Syrie au rang d'une relation de référence, qui sera peut-être un modèle et une inspiration pour les relations interarabes. Nous n'oublierons pas la solidarité de l'Algérie avec nous dans les moments de dures épreuves et aussi sa position sur le retour de la Syrie et sa présence au sommet arabe d'Alger. La Syrie tient à renforcer les relations arabes au niveau bilatéral avant toute présence dans un sommet arabe. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a été reçu ce mardi à Nouakchott dans le cadre d'une visite de travail en Mauritanie par le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal Mas'oud, avec lequel il a examiné les voies de préserver la dynamique marquant les relations de coopération entre les deux pays. Et nous le disions en titre, on attend ce soir à 21h l'arrivée à l'aéroport d'Alger Ouali Boumedienne des ressortissants et diplomates algériens rapatriés de Khartoum, capitale du Soudan. L'Algérie a entamé son opération de rapatriement hier et a mobilisé tous les moyens pour assurer sa réussite. Alors l'Algérie n'est pas le seul pays à rapatrier ses ressortissants. Plusieurs autres États ont également lancé des opérations d'évacuation et les Soudanais cherchent eux aussi désespérément des moyens pour échapper au chaos. Jusqu'à 270 000 personnes pourraient fuir depuis le Soudan vers le Tchad ou encore le Soudan du Sud, annonce l'ONU pour les réfugiés. Et un cessez-le-feu de 72 heures a été annoncé par le chef de la diplomatie américaine. Il est entré en vigueur ce mardi à minuit, après 10 jours de combats meurtriers opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, ayant déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés. Naïla Hamouda. Retour à un calme précaire au Soudan après 10 jours de combats meurtriers entre l'armée et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo.
Un fragile cessez-le-feu de 72 heures a débuté mardi à minuit. Les deux parties se sont engagées à travailler à une cessation permanente des hostilités. Un engagement accepté sous l'égide des États-Unis. Une mesure qui permet de venir en aide aux victimes et à la population. Je suis en contact permanent avec les parties au conflit et je les ai appelés à désamorcer les tensions et à revenir à la table des négociations. Nous poursuivrons nos efforts avec nos partenaires pour obtenir un arrêt définitif des combats dès que possible. À Khartoum, les explosions et les tirs se sont effectivement fait rares mardi. Une occasion pour faciliter les opérations d'évacuation. L'ONU annonce que son émissaire reste au Soudan malgré les évacuations. Soyons clairs, les Nations Unies ne quittent pas le Soudan. Notre engagement est envers le peuple soudanais en soutien à leur souhait d'un avenir pacifique et sûr. Nous sommes à leur côté en ces moments terribles. De nombreux pays, dont les membres de l'Union européenne, continuent leur rapatriement, à l'exemple de la France qui a annoncé évacuer du Soudan 538 personnes, dont 209 Français. Peu après l'annonce de cette trêve, les premiers convois de citoyens italiens ont été évacués du Soudan via Rome. De nouveau, le Royaume-Uni a annoncé entamer l'évacuation de ses ressortissants 3 jours après celle de ses diplomates, même si de sévères critiques ont visé le gouvernement Sunak pour la gestion de ses ressortissants coincés. Le Japon, lui aussi, a annoncé avoir évacué tous ses ressortissants qui se trouvaient à Khartoum et désiraient partir. L'armée et les paramilitaires ont confirmé le cessez-le-feu, mais reste à savoir si la trêve sera respectée jusqu'à son expiration. En attendant, l'exode des habitants continue, fuyant les zones de combat. Lutte antiterroriste, l'état-major général des armées du Mali annonce avoir neutralisé 40 terroristes dans le secteur de Dourou, un village situé à 25 km de Bandiagra, dans le centre du pays, suite à une alerte d'attaque terroriste. Les FAMA ont également récupéré du matériel de guerre ainsi que des véhicules. À noter également que dimanche soir, l'armée a annoncé avoir mené une reconnaissance offensive dans plusieurs secteurs de la région de Ménaka, au nord du pays, ce qui a permis d'interpeller là encore 12 terroristes et de récupérer du matériel de guerre. Et puis concernant les attaques terroristes dans la zone de Sévaré, la MINUSMA a tenu à éclaircir la situation. Accusée de bavure, elle appelle à faire attention à la désinformation sur les réseaux sociaux, affirmant qu'aucun contingent de la MINUSMA n'a tiré sur des civils. Les casques bleus ont riposté à des tirs d'assaillants armés en légitime défense. Les opérations à Sévaré ont été menées par les FAMA, ajoute la MINUSMA sur Twitter. La mission des Nations Unies en Libye fournira un appui technique et logistique au comité 6+6 formé par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État pour établir des lois électorales en vertu du 13e amendement de la Constitution. C'est ce qu'a annoncé la Manul sur son compte Twitter. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Beiba, en visite à Misrata, a appelé les responsables de la sécurité libyenne à se tenir prêts en prévision de l'organisation des élections avant la fin de l'année en cours. Beiba qui souligne par ailleurs que son gouvernement continuera à jouer son rôle jusqu'à la concrétisation des aspirations du peuple libyen. في وزارة الداخلية لا أنسى شد همتهم للاستعداد. Je n'oublie pas l'intensité des efforts du ministère de l'Intérieur pour le droit électoral qui a prouvé lors de l'expérience que nous avons eue dans la ville de Tripoli et à travers les simulations de sécurité électorale, la très bonne préparation au ministère de l'Intérieur dans toutes les villes de la Libye afin que nous puissions assurer le succès des élections. Au Proche-Orient, un Palestinien de 39 ans de Beit Safafa est tombé en martyr hier soir. Il a été lâchement assassiné par des colons sionistes dans la ville d'El-Quds occupée. Il s'agit de Hatem As'ad Abu Najma, père de 5 enfants.
Retour à présent sur la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de cette réunion à New York, le secrétaire général de l'ONU a présenté une voie à suivre pour permettre la prolongation de l'accord sur les exportations des céréales ukrainiennes, remettant à Sergueï Lavrov une lettre pour le président russe Vladimir Poutine. Les craintes quant à d'éventuelles perturbations des exportations céréales via la mer se font de plus en plus ressentir. Mohamed Wali Ben Chaban. Dans l'espoir d'alléger les procédures des exportations céréalières ukrainiennes, l'Organisation des Nations Unies avance à la Russie une voie pour prolonger l'accord de la mer Noire, qui assure le bon déroulement des opérations d'expédition céréalière. Pour l'ONU, il n'est pas question que celui-ci prenne fin. Et pour cause, le traité a limité un tant soit peu la grave crise alimentaire mondiale. Moscou ne l'entend pas de cette oreille et affirme que le mémorandum ne pourra pas être reconduit si ces conditions ne sont pas remplies. En cas de non-respect des conditions de l'accord céréalier signé par Moscou, Kiev et Ankara avec l'aide de l'ONU, ce dernier ne pourra pas se poursuivre. Pour Kiev, la prolongation de 60 jours de l'accord sur les exportations de céréales contredit l'accord initial et espère voir l'aboutissement de la proposition de l'ONU pour maintenir ouvertes les voies maritimes en mer Noire utilisées pour le transport de ces céréales. La Russie menace de suspendre sa participation le 18 mai prochain pour le renouvellement de l'accord, si aucun progrès tangible n'est enregistré concernant le déblocage des exportations agricoles russes et d'autres produits vers les pays dans le besoin. Moscou pourrait se retirer de l'accord de la mer Noire en réponse à l'éventuel élargissement des sanctions occidentales à son encontre. Et sur le terrain, les combats font rage tout au long de la ligne de front en Ukraine. Si une progression des troupes russes est constatée à Bakhmout, une offensive russe sur plusieurs directions est rapportée dans le secteur d'Adkivka. Le vice-président du Conseil de sécurité russe a une nouvelle fois évoqué la possibilité d'un conflit mondialisé. Les détails, Sofiane Varouti. Des informations indiquent l'avancée des troupes russes sur plusieurs axes dans la direction d'Avdiivka, où des combats féroces auraient eu lieu. Des combats de très haute intensité sont également rapportés dans la région de Kharkiv, dans la zone orientale de la ligne de front. Dans le chaudron stratégique de Bakhmout, les détachements d'assaut russes avanceraient depuis la gare ferroviaire qu'elles contrôlent vers la partie ouest de la ville, où les troupes ukrainiennes seraient retranchées dans un périmètre de 2 km². Des mouvements sont également enregistrés sur les flancs sud et nord, et des batailles dures ont lieu pour le contrôle des immeubles dans ce secteur, au cœur des combats de haute intensité dans le Donbass. Des informations indiquent également que les forces armées ukrainiennes auraient pour leur part réussi à traverser le Dniepr, où elles seraient arrivées à maintenir des positions dans la région de Kherson. La défense russe aurait réussi à repousser cet assaut ukrainien dans le front sud. Une attaque au drone sous-marin contre la base maritime de Sévastopol en Crimée aurait été déjouée par les forces de défense russes. Ceci s'ajoute à la multiplication des attaques et des sabotages contre les villes russes frontalières de Belgorod et de Kursk. La contre-offensive ukrainienne serait en préparation. Kiev a demandé à ses alliés de consacrer 1% de leur PIB pour l'aide à l'effort de guerre. Pour sa part, le commandant des forces armées estoniennes Martin Harem a exprimé que la seule option permettant de mettre fin au conflit en Ukraine serait la désintégration de la Fédération de Russie en plusieurs États. Le monde est malade. Il est très probablement au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Est-ce inévitable? Non, ce n'est pas le cas. Une guerre mondiale est évitable, mais je ne ferai aucune prévision maintenant. Après la réunion récente du groupe de contact des alliés de Kiev dans la base américaine de Ramstein en Allemagne, l'aide militaire occidentale au front ukrainien se poursuit. Pour rappel, Dmitry Medvedev avait déjà mis en garde il y a un mois contre la possibilité de la transformation du conflit de haute intensité ayant cours en Europe en une guerre nucléaire si les armes étrangères continuaient d'être livrées à l'Ukraine. Et elle était évoquée depuis plusieurs mois. La candidature du président américain Joe Biden à un second mandat en 2024 a été officiellement annoncée ce mardi. Joe Biden, aujourd'hui âgé de 80 ans, a dit souhaiter finir le travail dans un message et une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Une vidéo qui lance ainsi sa campagne. Sport football, c'est le match de l'année en Angleterre. Leader de la Premier League, Arsenal se déplace sur la pelouse de son dauphin Manchester City pour un match décisif pour le titre. Salah Faisal nous en parle.
Cette semaine en Angleterre, il est hors de question de parler du prince Harry ou du roi Charles III, encore moins des prochaines élections présidentielles aux États-Unis, de Biden et de Trump. Dans le Royaume, on respire la Première Ligue. La 33e journée est décisive. Arsenal, leader, affronte en déplacement Manchester City, deuxième au classement. Gunners et Citizens ont désormais leur destin entre les mains. Une finale du championnat vu l'immense enjeu qui entoure la rencontre. Pep Guardiola sera face à son ancien assistant Mikel Arteta. Le disciple saura-t-il dépasser son maître? Une question que se posent bon nombre d'observateurs. Arsenal est leader de la Première Ligue avec 75 points, tandis que City est deuxième avec 70 points. Un défi inattendu cette saison. Arsenal trébuche, 3 matchs nuls consécutifs. Et les Londoniens qui redonnent espoir à City qui compte 2 matchs en moins. La dernière victoire des Gunners en Première Ligue remonte au 1er avril et depuis, les coéquipiers de Gabriel Jesus font vivre un vrai poisson d'avril à leurs supporters. Un mois d'avril où City n'a pas perdu. Durant les 6 matchs, toutes compétitions confondues, l'attaque a inscrit 18 buts, soit une moyenne de 3 buts par match, grâce aux armes fatales des Sky Blues. Haaland, Mahrez, De Bruyne et Grealish, dur de stopper les monstres. Et pour bien garder les choses en main, les coéquipiers de Gabriel Martinelli doivent impérativement s'imposer. Mais Arsenal devra faire sans William Saliba et Granit Xhaka. Arsenal, au passif, désastreux. Face à City, doit montrer un tout autre visage. Manchester City a remporté les 11 derniers affrontements du Premier League et n'a pas perdu contre Arsenal à domicile depuis janvier 2015. Le club de la capitale londonienne n'a cependant remporté qu'une seule des 15 dernières rencontres. Il faut remonter à 2020, victoire 2-0 en demi-finale de la FA Cup. Mercredi soir, l'Etihad Stadium aura des allures de Ligue des Champions. Une dernière répétition avant le très attendu choc face au Real Madrid en demi-finale. Et puis ce mardi 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie redoutable en Afrique qui a fait des centaines de milliers de morts, en particulier chez les enfants. L'université d'Oxford au Royaume-Uni travaille sur un nouveau vaccin, ce qui suscite l'optimisme des spécialistes. Naliman Zekar. Le paludisme a emporté 600 000 personnes en 2021, dont la plupart sont des enfants. Aujourd'hui, le Ghana et le Nigeria sont devenus les premiers pays à approuver le déploiement d'un vaccin contre la malaria, à la suite d'essais médicaux approfondis dans plusieurs pays africains. Néanmoins, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore donné son approbation pour le vaccin développé par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Au Kenya, 600 enfants ont été sélectionnés pour participer aux essais de phase 3 en cours du vaccin antipaludique R21. Avec plus de 3,5 millions de contaminations chaque année dans le pays, les parents d'enfants en bas âge s'inquiètent de plus en plus. Cette zone est humide et les gens ne dorment pas sous des moustiquaires. Les hôpitaux sont éloignés et chers. Un vaccin efficace serait donc utile. Lorsque mes enfants se font piquer par des moustiques, je dois les emmener à l'hôpital parfois plusieurs fois par mois. Un vaccin efficace serait d'une grande aide pour aider à éradiquer la maladie. Francis Ndungu est immunologiste du paludisme au Kemri Wellcome Trust. Selon lui, l'Afrique est la plus concernée par la maladie. Plus de 90% des décès dus au paludisme surviennent en Afrique. La majorité des décès sont des enfants de moins de 5 ans. En plus de la mortalité, la maladie a également un impact sur la vie des gens, car elle affecte l'éducation et l'économie. Il est donc très important de disposer d'un vaccin antipaludique hautement efficace qui sauvera les enfants de la mort et leur donnera la possibilité de grandir et de se développer sans maladie afin qu'ils réussissent mieux à l'école, mais aussi dans la vie. Le nouveau vaccin R21 suscite l'optimisme. Les résultats préliminaires suggèrent qu'il est bien plus efficace que le vaccin antipaludique RTS, le seul actuellement autorisé par l'OMS. D'ici 2030, l'Organisation mondiale de la santé espère réduire de moins 90% le taux de mortalité lié à la maladie. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News.